Deuxième débat donc de ce retour sur nos enquêtes, cette fois l'actualité sociale de ce mois de septembre et bien évidemment le débat qui nous a beaucoup occupé ces dernières semaines, celui des ordonnances et de la réforme du Code du travail. Alors vous le savez bien sûr, il y a une manifestation appelée par la CGT le 12, il y a un grand rassemblement appelé à Paris le 23 septembre par la France Insoumise. Les ordonnances constituent-elles une régression majeure pour tous les salariés? On va en parler avec Dan Israël. Bonsoir Dan, bonsoir. Tu as suivi ce dossier depuis très longtemps. Quelques mois. Depuis très longtemps. Et on a également invité une avocate spécialiste en droit du travail. Bonsoir Isabelle Tarot. Bonsoir. Alors, on souhaitait, comme ce débat va être assez court, on souhaitait vous interroger sur deux angles particuliers. Un, la justice prud'homale. Deux, le contrat de travail, c'est-à-dire finalement la fragilisation des relations entre le salarié et l'employeur. Sur la justice prud'homale, expliquez-nous en quoi le plafonnement ou l'encadrement des indemnités accordées aux salariés pour licenciement abusif sont une sorte de mine placée sous les tribunaux des prud'hommes et viennent fragiliser complètement cette justice. Oui, alors l'objectif d'un certain nombre de dispositions de la réforme se conjugue entre elles déjà pour vider le contentieux prud'homme. C'est un objectif de réduire réellement le nombre de possibilités pour les salariés d'aller contester leur situation devant le Conseil des prud'hommes. Il y a deux moyens à ça. D'abord, on peut techniquement tout simplement barrer la route par des textes qui ne permettent plus une action en justice. Et puis, l'autre moyen, c'est tout simplement de rendre l'action en justice, de dissuader le salarié tout simplement parce qu'il n'y a plus d'intérêt financier pour y aller. Ce qui favorise d'ailleurs les transactions à la petite semaine et puis voilà, circuler. Les ruptures conventionnelles. Alors les ruptures conventionnelles, c'est encore autre chose puisque là, la barémisation porte sur des licenciements, donc un autre mode de rupture, et des licenciements abusifs. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel licenciement, c'est un licenciement illégal. C'est à différencier, bien entendu, on ne le répétera jamais assez, de l'indemnité de licenciement qui est due en application de la loi ou de la convention collective. Là, il s'agit de fixer des dommages et intérêts par rapport aux différents préjudices qu'un salarié subit lorsqu'il perd son emploi, alors qu'il n'existait pas de motif réel et sérieux de l'en priver. Et cette barémisation se fonde sur un seul critère pour évaluer l'ensemble des préjudices, l'ancienneté. Et ce qui fait que sur les anciennetés les plus faibles, qui sont monnaie courante désormais, puisque réellement, dans notre pratique, on le voit, les anciennetés longues sont de plus en plus rares. Et qui dans les dossiers que vous avez à traiter. Dans les dossiers qu'on a à traiter, évidemment, on reçoit de plus en plus des salariés qui ont une ancienneté faible. Il y a de moins en moins de sécurité de l'emploi. Le CDI dure de moins en moins longtemps. Et quand un salarié est en CDI depuis longtemps, en général, il n'est pas sujet à ce type de licenciement abusif, ou en tout cas moins sujet proportionnellement. Donc finalement, on va avoir beaucoup de salariés qui vont venir dans nos cabinets avec des anciennetés faibles et à qui on va dire, mais écoutez, avec 2 ans d'ancienneté, je peux vous obtenir au maximum 2 mois de salaire, au bout de 2 ans de procès, avec des honoraires d'avocat à payer, parce que votre dossier est complexe. La lettre de licenciement, évidemment, recèle un certain nombre de motifs qu'il va falloir contester, il va falloir réunir des pièces. Vous pourriez théoriquement y aller tout seul. Sans avocat, ça va être quand même difficile, puis souvent le salarié, il préfère être assisté. C'est quand même compliqué d'envisager de faire un procès seul. Au bout du compte, une fois vos frais déduits, au bout de l'attente, vous allez vous retrouver avec 2 mois maximum de salaire. On vous en propose 1 mois à titre transactionnel, prenez-les. Alors, 1 mois à titre transactionnel ou 2 mois dans un jugement pour un salarié ancien de 2 ans. La situation des différents préjudices, elle est radicalement différente d'une personne à l'autre. Si vous aviez été démarché parce que vous étiez en CDI dans votre précédent emploi, que ça marchait bien, qu'on vous a proposé un nouveau challenge professionnel, où vous vous êtes dit « Allez, j'y vais, j'ai envie de croire au projet qu'on me propose », vous lâchez une ancienneté longue, vous vous retrouvez complètement précarisé par cette ancienneté faible, et vous vous retrouvez avec un préjudice plafonné alors que vous êtes privé d'emploi, alors que vous ne l'étiez pas avant. De la même manière, les charges de famille sont un critère très important pour faire face à une perte d'emploi. Vous êtes parent isolé de 3 enfants à charge, ça n'est absolument pas pris en compte si on ne regarde que votre ancienneté. Vous êtes travailleur handicapé, ça n'est pas pris en compte alors que c'est beaucoup plus difficile pour vous de retrouver un emploi. L'ancienneté ne résout pas tout.
Et c'est ce qu'on avait essayé de dire. Et d'ailleurs, c'est pas... Et là, vous l'avez précisé, mais je pense qu'il faut le redire pour que les gens comprennent bien, c'est que c'est le seul critère pris en compte le barème dans ce système de barème prévu par les ordonnances. Absolument. Le barème ne prend en compte que l'ancienneté et plafonne. Ça veut dire qu'après, il enlève la marge de manœuvre des juges pour venir dire... en fonction des circonstances particulières de la vie du salarié, de sa santé, il y a un contexte, il y a d'autres... de la manière dont il a été licencié, de ce qu'on l'a accusé. C'est-à-dire que si on vous licencie brutalement en disant on vous accuse de vol, enfin des choses qui sont quand même infamantes, vous avez quand même un préjudice qui est différent, eh bien... Non, tout ça est un package et qui ne sera vu que par le prisme de l'ancienneté au niveau de ses plafonds. Oui, je pense qu'il faut juste rappeler un peu, pour donner le contexte, les éléments. Jusqu'à présent, quand un salarié avait 2 ans d'ancienneté, donc au minimum, quand il allait au prud'homme, que le licenciement était jugé illégal, il touchait au minimum 6 mois, l'équivalent de 6 mois de salaire. Il y avait ce plancher qui préservait. Alors, dans les sociétés de plus de 11 salariés, tout à fait. Les PME, tout à fait. Il n'y avait pas de plancher d'indemnisation, quel que soit l'ancienneté. Le plus de 11 salariés aujourd'hui, donc à 2 ans d'ancienneté, donc avant on était au minimum à 6 mois, d'équivalent 6 mois de salaire, comme argent gagné au prud'homme. Aujourd'hui, sur ces 2 ans d'ancienneté, on sera à maximum 3 mois. Donc au maximum. Donc c'est quand même, il faut donner un peu une idée de la perte sèche. D'une énorme dégringolade, d'une énorme dégringolade. Voilà, que vont subir potentiellement des salariés dont on leur dira effectivement, vous avez été viré sans aucune raison, c'était illégal, ou l'employeur ne pouvait pas le faire, et vous allez gagner, vous allez toucher beaucoup moins d'argent. L'argument évoqué par Édouard Philippe pour défendre ce plafonnement, de dire c'est une sécurité pour l'employeur, ça va faciliter l'embauche. Ça, je pense que vous avez des choses à dire là-dessus. C'est une budgétisation. C'est une budgétisation, voilà. Mais c'est aussi une sécurité pour le salarié parce qu'il pourra anticiper en cas de conflit de licenciement, ce qu'il peut espérer, etc. Et donc mieux savoir vers quoi il s'avance et mieux maîtriser ses choix. Non, je pense que ce qui dicte une embauche, c'est avant tout le carnet de commandes, et les gens raisonnables le disent, c'est-à-dire la perspective, la confiance qu'on peut avoir dans son activité économique, dans son développement, et donc dans le besoin de compétences pour y arriver. Faciliter les licenciements, et leur budgétisation n'a jamais fait autre chose que faciliter les licenciements, donc finalement nourrir le chômage. Hein, c'est pas autre chose. Tout le reste n'est qu'un énorme mensonge, ça n'a pas de sens. Côté salarié, ça n'a pas de sens, selon vous? Côté salarié même. Sur la visibilité que cette mesure offrirait aux salariés, ça n'a aucun sens. Non, ça va simplement conduire des salariés à se dire bon, je renonce à aller au prud'homme, je prends un chèque à moindre coût, et puis voilà, et puis je circule et je passe à autre chose si j'y arrive, c'est-à-dire si moralement et financièrement j'arrive à me remettre de cela. Ce qui est quand même extrêmement compliqué. Est-ce que l'engorgement des prud'hommes et les temps d'attente, c'est combien? C'est 2, 3 ans? Ça peut être plus, ça peut être 4 ans. Ça dépend des juridictions, bien entendu. En est-ce région parisienne, c'est est-ce que ça, c'est pas d'ores et déjà totalement dissuasif pour des salariés? Ça l'était déjà. Et ça l'était déjà, et c'était déjà quelque chose qui pesait énormément dans le rapport de force pour arriver à une bonne transaction. Si on voulait éviter d'aller jusqu'au bout du procès, évidemment, les salariés pris à la gorge financièrement étaient obligés de réduire à la baisse considérablement déjà leurs ambitions d'indemnisation. Oui, ça pesait beaucoup. Et ce manque de moyens de la justice prud'homale, c'est lié tout simplement à un manque de budget qu'on n'affecte pas. Il y a des juridictions qui manquent de greffiers et qui manquent de conseillers pour tenir les audiences. C'est aussi simple que ça. D'où les délais à rallonge qu'on peut avoir à Nanterre, à Paris, à Bobigny, quand on a des délais en départage qui sont énormes, qui ont pu monter jusqu'à 3 ans parfois. L'État a été condamné pour ça. C'est un manque de moyens, et ça a été reconnu par un grand nombre de jugements que le syndicat des avocats de France, notamment, a obtenu avec les organisations syndicales. Je suis membre du syndicat des avocats de France. On a un manque de moyens, décrié aussi par les magistrats. C'est un fait avéré. Dan ? Oui, je voudrais pour continuer sur la thématique des prud'hommes, il y a un point qui est, je trouve, très intéressant parce que présenté comme un peu technique par le gouvernement. Ils disent, donc dans les ordonnances, il est indiqué aujourd'hui que ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des vices de forme dans la procédure de licenciement ne pourront plus être vraiment sanctionnés. C'est-à-dire que c'est pas parce que sur votre lettre de licenciement, l'employeur se sera trompé ou aura écrit un motif qui n'est pas vrai ou aura oublié un motif. C'est pas parce que cette lettre de licenciement n'est pas complète ou n'est pas juste que vous pourrez avoir un jugement disant que votre licenciement n'était pas justifié. Aujourd'hui, enfin bientôt, là, l'employeur aura le droit de compléter cette lettre de licenciement après coup. Et de toute façon, si on a bien compris, les juges auront le droit de sanctionner l'employeur
seulement en rajoutant en gros l'équivalent d'un mois de salaire aux condamnations qui vont Ce sera donner. Ce sera une indemnisation autonome plafonnée à un mois de salaire. Et il n'y a pas que la motivation de la lettre de licenciement, ça concerne un certain nombre d'irrégularités que les juges considéraient jusqu'à présent, selon une jurisprudence constante et bien établie, comme étant la violation de garanties de fonds qu'on devait aux salariés. Et donc, on disait la sanction du non-respect de ces garanties de fonds. Il y a aussi la convocation d'entretien préalable de licenciement, par exemple, ou le respect de la consultation préalable des instances représentatives du personnel. C'est ce qui était considéré comme des garanties pouvant conduire à sanctionner sur le terrain du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fait, sont déqualifiés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'enlève pas la complexité par rapport au leitmotiv de dire on va simplifier. En réalité, on n'enlève pas la complexité, on la rabaisse. Et on dit simplement, mais ça ne vaudra que maximum un mois, toujours dans l'état d'esprit de dire on accorde moins aux salariés, on les décourage d'aller pour si peu au prud'homme, et puis les employeurs au pire peuvent budgéter ce que ça leur coûte, c'est-à-dire 3 fois rien. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, en gros, argumente en disant que c'est des questions de forme. Or, bien souvent, il s'agit de questions de fond. Si l'employeur ne dit pas pourquoi est-ce qu'il licencie le salarié. Concernant la motivation de la lettre de licenciement, il faudra voir après coup, si cette réforme se met en place dans ces termes-là, comment la France continue avec de telles dispositions qui vont être envoyées à un décret pour plus de précision. Donc sur la motivation, on n'a pas tout, on n'a pas encore tout, mais on a quand même pris des engagements internationaux et européens concernant l'obligation de motiver la lettre de licenciement, ce qui n'a rien de bien sorcier. Hein. Je veux dire, un employeur qui licencie un salarié, il doit quand même savoir au minimum pourquoi il le fait. Et normalement, pour que le licenciement soit valable, il faut que ce soit un motif avouable. Donc c'est un motif avouable, c'est quand même simple de l'écrire. On n'est pas en train de dire que les juges viennent vous reprocher d'avoir fait 3 fautes d'orthographe ou d'avoir mal tourné la phrase. On est en train de dire que ce qu'on sanctionnait, c'était le fait de ne pas avoir indiqué aux salariés quelle était la raison de son licenciement. Non pas que cette raison aurait été mal formulée. Alors, à part sur quelques licenciements un peu particuliers, notamment le remplacement du salarié malade, où il y a une double exigence de motivation, c'était peut-être un peu plus technique, mais enfin, ça fait fort longtemps que les employeurs savent qu'ils doivent motiver, et tout simplement, c'est quand même logique de dire à quelqu'un les raisons pour lesquelles on lui dit au revoir, qu'on a dû d'ailleurs normalement lui exprimer lors de l'entretien préalable. Donc on sait exactement quels sont les motifs qui nous poussent à... Vous, très concrètement, quel impact, comment ça va impacter votre travail dans le nombre de dossiers que vous traitez? Est-ce que vous dites, moi j'ai 20% des dossiers qui vont tomber, je sais que les salariés n'iront plus au prud'homme, je sais que j'ai 20 ou 30% de dossiers qui vont devoir être traités complètement différemment. Comment ça va... Alors, déjà, comment ça peut impacter votre travail? Déjà, je vous avoue que je ne me suis pas attelée à faire des statistiques parce que ce n'est pas ma priorité. Non, bien sûr. C'est pas ma priorité non plus de regarder d'abord l'incidence comme vous sur voyez mon cabinet. Passer beaucoup de situations différentes. Maintenant, voilà, ce que je sais, c'est qu'évidemment, ça fait déjà plusieurs années que de toute façon, le montant des dommages d'intérêt alloués par les prud'hommes est relativement en baisse. Donc, je veux dire, c'est un véritable mythe de dire que les condamnations des employeurs sont systématiques, sont extrêmement lourdes. Non, on est venu à un vrai réalisme qui pousse à la négociation d'ailleurs, de la même manière que les délais de procédure extrêmement longs poussaient à la négociation. Donc je veux dire, ça fait déjà moi des années que quand j'ai des salariés au téléphone, pour la première prise de contact, s'ils me disent que leur employeur leur propose à un moment donné un certain nombre de mois de salaire, que je trouve que finalement c'est relativement réaliste par rapport à ce que je suis censé pouvoir leur obtenir au bout de 2 ans avec des frais en plus, ou s'il y a un delta moindre, je suis obligée de les avertir et je les conseille. Et je leur dis, écoutez, sachez que je plaide pas pour ma paroisse, mais en attendant, sachez que un tiers vaut mieux que 2 tu l'auras, et peut-être il vaut mieux prendre aussi cette indemnité qui est relativement raisonnable. Voilà, mais c'était des indemnités plus fortes que ces plafonds. C'est ça. Ouais. C'était des indemnités bien plus fortes que ces plafonds-là. Là, maintenant, avec ces plafonds, on va être encore plus acculé à dire aux salariés, même s'il n'a pas de proposition, attendez, avant de vous engager sur un procès de 2 ans qui va vous coûter tant en honoraires, parce que le travail pour nous est exactement le même, qui va vous coûter tant, voilà, moi je peux vous obtenir, vous avez 2 ans d'ancienneté, 2 mois maximum, monsieur. 2 mois maximum. Oui. Donc, ou alors, il va falloir qu'on essaie de chercher d'autres problèmes. Donc finalement, on va ramener d'autres contentieux, on va repartir sur fouiller plus sur les heures supplémentaires. Peut-être qu'on va avoir encore plus de salariés enclins à invoquer le harcèlement, qui était déjà une notion qui malheureusement partait dans la dilution. La discrimination, d'autres points.
on va trouver des parades. D'abord, la première parade qu'on va trouver, il est important quand même qu'on en parle, c'est que cette réforme telle qu'elle est, il n'est pas du tout certain que les juges la maintiennent sans la censurer au regard des engagements européens et internationaux de la France. Les juges constitutionnels ? Pas forcément, puisqu'il y a certaines dispositions qui sont invocables directement dans notre droit, notamment sur la Charte européenne des droits de l'homme, l'article 24, et une décision du Comité européen des droits sociaux récente, septembre 2016, contre la Finlande, qui a critiqué le mécanisme de plafonnement. D'accord. Mais ça, je ne dis pas quelque chose. Ça s'impose aux législations nationales. Notre Conseil d'État a dit que l'article 24 était invocable directement. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc, souvenez-vous de ce qu'il y avait eu avec le contrat nouvelle embauche. Hein ? Il a tourné court devant les juges à un moment donné. Maintenant, combien de temps ça nous prendra pour arriver à gagner cette bataille-là et à mettre cette réforme de côté, je l'espère, loin derrière nous, avec combien de salariés, entre-temps, qui n'auront pas eu la juste indemnisation de leur préjudice, sachant qu'en plus de ça, il y a le délai de prescription d'1 an pour agir en justice. D'accord. Alors, autre facette de ces ordonnances, c'est ce qu'on peut considérer, c'est toute une série d'éléments de nature différente, comme la fragilisation du contrat de travail. Dan, si tu veux juste citer quelques points cadre, qui sont dans les ordonnances. Il va être possible pour une entreprise de faire ce qu'on peut appeler une rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire se mettre d'accord avec les syndicats dans son entreprise en disant écoutez, par exemple, moi j'ai trop de salariés âgés, je vais ouvrir un plan de départ. Si vous êtes d'accord, on va ouvrir un plan de départ et si tous les gens, si je veux supprimer 50 postes de personnes qui ont plus de 60 ans ou plus de 55 ans, si je trouve 50 volontaires, eh ben c'est parfait, on top là, je leur donne un petit peu d'argent, on discute à l'avance de combien je vais leur donner, ils peuvent partir. Et cette procédure-là va remplacer finalement des licenciements, des procédures collectives, voire des plans sociaux, évidemment. Donc là, il y a un point. Il y a un autre point qui est important, c'est que il va être beaucoup plus facile de signer ce qu'on appelle des accords de compétitivité qui ont été introduits par la loi El Khomri en 2016. C'est-à-dire, encore une fois, on se met d'accord avec les syndicats pour changer les conditions du contrat de travail, changer les conditions sur... Jusqu'à présent, il s'agissait de préserver l'emploi, de maintenir l'emploi. Donc ça, c'était ce qui était dans la loi El Khomri. Aujourd'hui, ça peut être simplement pour mieux organiser, enfin ça va être pour pouvoir mieux organiser l'entreprise. On a le droit de changer le temps de travail, la rémunération, les primes, et tout ça au niveau de l'entreprise elle-même, même si les accords du secteur professionnel, les accords de branche, sont plus favorables que ce qui va être négocié. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc il y a plein de petits points qui font que le salarié va pouvoir se retrouver relativement démuni face à une sorte de licenciement, un départ de l'entreprise, soit face à des changements de ses conditions de travail ou de rémunération, de primes. Et donc ça va être assez impactant. Ce dont on a pas mal parlé, les contrats de chantier, les contrats dits de mission. Comment vous voyez tout ce paysage ? Alors ça, c'est autre chose. Là, mais... Déjà, restons sur ces... Parce qu'il y a déjà beaucoup à dire sur ces deux types d'accords différents. Qui n'ont en commun qu'un esprit et un objectif, encore une fois, sécuriser les employeurs, c'est-à-dire que ce seront des salariés qui partent de l'entreprise derrière pas de prud'homme. Voilà, derrière pas de contestation possible. Ça, c'est leur point commun. Après, les dispositifs sont quand même très différents. Le premier que vous évoquiez, que vous appeliez rupture conventionnelle collective, j'aime pas bien, moi, ce terme qui a été employé d'ailleurs par les commentateurs des ordonnances, mais qui n'est pas dans les ordonnances. Utilisé par la ministre du Travail pour présenter le dispositif. À tort, vraiment à tort. Pourquoi vous l'aimez pas ? À tort parce que techniquement, ça reste quand même plus un plan de départ volontaire dans la procédure de validation par l'inspection du travail, enfin par la directe. Donc ça s'apparente quand même plus aux anciens PSE qui pouvaient être des plans de départ volontaire purs, c'est-à-dire qu'avant un plan de départ volontaire, il peut être soit associé à un plan de licenciement si on n'a pas assez de volontaires, ça restera un plan de sauvegarde de l'emploi, où il y avait les plans de départ volontaire purs que la jurisprudence avait identifiés, mais qui continuaient à obéir au régime des plans de sauvegarde de l'emploi. Là, en fait, on a sorti les PDV purs, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'employeur dit « je m'engage, si je n'ai pas assez de volontaires, à ne pas aller au-delà et à licencier », en tout cas à ce stade-là. Et ça, ces plans de départ volontaires-là sont allégés désormais dans le formalisme. Et surtout, ce sont des ruptures amiables qui ne sont plus réputées pour motif économique. Donc on a sorti un certain nombre d'obligations, notamment celle du coup
de l'obligation de mettre en place un congé de reclassement. Voilà, on peut peut-être juste insister. Un licenciement économique, donc c'est quand l'entreprise va mal, elle licencie, et donc là il y a des garanties qui arrivent, qui sont un certain nombre, qui sont imposées, et donc notamment ce congé de reclassement, c'est-à-dire l'entreprise paye à tous les salariés qui sont concernés par le plan, peut payer un congé de reclassement entre 4 et 9 mois, c'est l'entreprise qui paye une formation. Parfois même on allait bien au-delà. Voilà, donc là, parce que c'est jusqu'à 12 déjà depuis quelques années, et même on allait au-delà dans la négociation dans certaines branches. Donc là c'est coût moindre et procédure allégée. Mais c'est surtout que le salarié, il part directement à Pôle emploi. Voilà. Il n'a plus ce sas d'accompagnement qui était particulièrement positif, je trouve. C'est-à-dire que par rapport à la lutte contre le chômage, par rapport aux difficultés de trésorerie de l'indemnisation chômage, on avait un dispositif qui permettait de faire peser sur les groupes les conséquences de leurs décisions et de leur dire, bien, aidez les salariés dans ce sas pour lequel vous leur assurez un budget d'aide à la formation, des bilans de compétences, un suivi d'outplacement, etc. Et puis, vous leur donnez du temps avant de pointer au chômage. Et c'est du temps qui n'est pas que psychologique, c'est du temps pendant lequel le salarié ne se sent pas encore totalement livré à lui-même et il a la tête bien plus haute. Il a la tête bien plus haute, et pas que psychologiquement, pour venir dire « je suis disponible, est-ce que vous voulez de moi ?» vers un autre employeur. Ce sas-là, il était essentiel, il est extrêmement positif. Et là, finalement, on l'enlève. Alors, il reste possible de faire des congés de mobilité dans les accords GPEC, mais finalement, désolé de rentrer un peu dans cette technique, mais en fait, le chapitre consacré dissocie le congé de mobilité du plan de départ volontaire, de sorte que, sans doute, si on a un bon rapport de force dans la négociation, on va réussir à remettre le congé de mobilité qui remplace le congé de reclassement dans le plan de départ volontaire. Mais si on n'a pas ce bon rapport de force-là, les salariés sortent directement, fin de préavis, chômage. Donc c'est un gros coût en moins pour l'entreprise. C'est un énorme coût en moins, et pour le coup, il est pour les grandes entreprises, puisque on protège les grands groupes. Le congé de reclassement, c'est une obligation des grands groupes, de plus de 1000 salariés. Donc ce n'est pas les PME qu'on favorise avec ce type de mesures, comme la plupart d'ailleurs de ces ordonnances-là. Ce sont des mesures qui essentiellement sont à destination des grands groupes et voulues par les DRH depuis longtemps. Alors l'autre élément important, puisqu'il faut aller vite parce qu'on a tellement de choses à voir, l'autre élément très important, c'est les accords qui étaient avant des accords dits de maintien de l'emploi, qui ont changé de nom d'ailleurs au fil de... Ça fait un moment, déjà sous Sarkozy, ensuite Hollande, sous Hollande, on n'a pas arrêté de les remodifier. Mais là maintenant, on passe à un palier considérable, c'est que ce type d'accord va pouvoir être conclu simplement pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Les besoins du fonctionnement d'entreprise, c'est une notion extrêmement large qui n'est bien entendu pas définie par la réforme. Elle n'est pas définie, elle n'est pas encadrée. Non, elle n'est pas définie par la réforme, elle n'est encadrée par rien. Donc qui en décide? Par rien dans le texte. L'employeur décide de ses besoins de l'employeur fonctionnement. seul ou après concertation, après négociation? Il faut un accord majoritaire. Donc évidemment, il va falloir un accord majoritaire, il faudra une signature en face. Il faut que les syndicats tombent d'accord. Mais néanmoins... Mais juridiquement, il n'y a pas de garde-fou. La loi n'en fixe pas. Donc ça veut dire que les partenaires sociaux partent de rien pour arriver à créer le rapport de force sur ce qui est acceptable de considérer comme étant les besoins de fonctionnement de l'entreprise. Et on n'aura pas de censure jurisprudentielle là-dessus, puisqu'on n'a pas de prise pour donner aux juges les moyens de contrôler ce que les partenaires sociaux auront voulu. De toute façon, les juges, de plus en plus, ne contrôlent pas ce que les partenaires sociaux ont voulu. Ce que les partenaires sociaux ont voulu dans un accord collectif majoritaire, c'est la Bible. Et puis, en plus de ça, maintenant, on n'a plus que 2 mois dans la réforme pour aller faire un contentieux en nullité. Après, tous les vices d'un accord sont purgés définitivement. 2 mois. 2 mois à compter du moment où il y a eu notification aux organisations syndicales ou affichage dans l'entreprise vis-à-vis des salariés. Il n'y a pas de délai plus court. 2 mois, c'est rien. 2 mois, c'est rien. Aujourd'hui, on était à combien de temps? La contestation d'un accord collectif n'était pas encadrée à ce niveau-là. C'est important, c'est-à-dire qu'on pouvait revenir 2 ans après. Pour les licenciements, on passe de 2 ans à 1 an. On s'aligne sur la contestation des licenciements économiques. Et par rapport à l'accord, il n'y avait pas d'encadrement de nécessité. Alors, si vous voulez bien, dernier... Alors, je reviens quand même sur l'importance de l'impact de ces accords. C'est qu'ils permettent en entreprise de venir passer au-dessus, enfin via cet accord, de passer au-dessus des contrats de travail. Sur la rémunération, sur le temps de travail, donc la durée du travail, sur la mobilité professionnelle, géographique ou fonctionnelle. Donc par rapport à vos missions, par rapport à vos fonctions, votre contrat de travail ne vous offre plus de résistance. S'il contient des dispositions contraires à l'accord, l'accord prévaut. Et donc vous ne pouvez plus opposer votre contrat de travail pour dire « je ne veux pas que l'accord me baisse ma rémunération ».
Je ne veux pas que l'accord me modifie mes règles de mobilité géographique et qu'on puisse m'imposer un déménagement. Le contrat de travail ne tient plus. Et si vous n'êtes pas content, vous avez 1 mois pour l'exprimer. Déjà, vous avez 1 mois pour l'exprimer. À compter du moment où l'accord est porté à votre connaissance par voie d'affichage, donc vous n'avez même plus de notification individuelle vous disant vous avez 1 mois pour dire que. Et donc, si vous n'avez pas refusé dans le délai d'1 mois, c'est fini. Vous êtes en faute de refuser. Et si vous refusez dans le délai d'1 mois, eh bien vous êtes licencié pour cause réelle et sérieuse. Et pas pour motif économique, hein, pour une cause réelle et sérieuse, qui n'est plus contestable devant le Conseil des prud'hommes, puisque le texte dit le seul fait que vous ayez refusé ce que prévoyait un accord, c'est une cause réelle et sérieuse, point barre, pas de discussion possible. On verra comment la jurisprudence résiste à ça ou pas en fonction de la convention de l'OIT, etc. Mais en attendant, voilà, c'est comme ça que c'est écrit et prévu. Et vous n'êtes pas licencié pour motif économique, donc à nouveau, pas d'accompagnement spécifique. On ne sait même pas sur quels critères l'employeur va dire « je licencie celui-ci qui a refusé, mais l'autre qui a refusé, finalement, je ne le licencie pas parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de ses compétences ». Il n'y a absolument aucun critère, absolument aucune justification en l'état. FO a d'ailleurs soumis au Conseil d'État une QPC qui a été... le Conseil d'État en juillet a décidé que c'était suffisamment sérieux pour le renvoyer devant le Conseil constitutionnel sur les accords de l'année dernière de la loi El Khomri, qui étaient beaucoup plus fermés, on l'a dit, c'était des accords pour maintien de l'emploi. Par rapport au fait qu'on ne sait pas comment l'employeur décide arbitrairement qui il licencie parmi ceux qui refusent. D'accord. Et pourtant, FO n'appelle pas à aller dans la rue actuellement. Moi, je ne comprends pas les positionnements syndicaux par rapport à tout ça. Dernière question, parce qu'on est obligé de terminer. On a déjà beaucoup débordé. Comme on consacre la soirée de ce live aux jeunes, on sait ce que c'est que l'objectif d'un jeune salarié, c'est décrocher un CDI. Bon. Et on sait que la perspective est d'ores et déjà assez longue. Et construite comme ça, vous ne pouvez pas avoir de logement si vous n'avez pas de CDI. Ben, voilà. Mais de fait, aujourd'hui, la perspective de décrocher un CDI, c'est assez complexe. Est-ce que ces ordonnances, et c'est ce que je pense avoir compris en vous lisant, n'éloignent pas encore un peu plus cet horizon? Parce qu'on a l'impression que là, le CDD devient pratiquement... Et là, on en revient, il faudra aborder le contrat de chantier et son développement. Voilà, bien entendu, puisqu'un contrat de chantier n'est pas un CDD, mais un contrat de chantier est quand même, avec la précarité, à la fin du chantier, l'employeur regarde s'il veut vous garder pour un prochain chantier ou pas. Si vous avez été malade, si vous avez eu des enfants en cours de route, est-ce que c'est vous à qui on va proposer de revenir pour le chantier suivant? Oui, mais quand on dit chantier, on entend BTP, etc. Non, mais chantier, maintenant, on l'entendra. Si on parle la Start-up Nation, comme le veut Macron, là, chantier, dans les... projet, maintenant. Voilà, c'est projet. Voilà, chaque branche professionnelle, chaque secteur d'activité pourra décider si oui ou non, dans son secteur, on pourra utiliser ces contrats de chantier, de mission. C'est des contrats de mission. Oui, c'est le contrat de mission qui est... C'est des CDD au terme un peu plus flou. Point. Voilà. Et donc ça, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, insiste pour dire que ces CDI de chantier, c'est très bien, parce que contrairement au CDD, contrairement au contrat court, cela permettra justement d'aller voir sa banque, d'aller voir un bailleur pour dire je veux un prêt immobilier ou je veux me loger. En fait, sans doute pas, puisque tout le monde saura, tout le monde saura que ce CDI n'en est pas un, en fait. Non, c'en est pas un. Vous, avocate, de quel levier vous pouvez disposer pour contester ça? Alors, sur le CDI de chantier, on ne va pas avoir grand-chose. Hein. Si c'est dans la branche, il y a un accord de branche. La principale résistance, elle sera au niveau des branches pour encadrer ou renoncer à ce type de dispositions à mettre en œuvre dans les branches. Après, j'ai commencé déjà à aborder un petit peu avec vous dans cette demi-heure quelques pistes qu'on a pour aller essayer de faire monter un peu la jurisprudence et essayer de résister à ces réformes. Mais là, je crois que l'urgence, elle est plutôt d'aller dans la rue. Bon. Écoutez, merci pour ces explications. Merci, Dan.